Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission, les conférences de la Fondation Sede Sapientiae et de la Faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain. À toutes et à tous, soyez donc les bienvenus avec deux oratrices ce soir, le docteur Véronique Lefebvre-Desnouettes et Talita Korman-Guitin. Le docteur Véronique Lefebvre-Desnouettes est psychiatre gériatre depuis une trentaine d'années en établissement spécialisé, aujourd'hui à l'hôpital Émile Roux à Limay-Brévannes. Elle est aussi docteur en philosophie pratique et éthique médicale à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée et enseignante, inscrite au tribunal de grande instance de Créteil, membre du conseil scientifique de l'espace national d'éthique sur les maladies neurodégénératives et tout spécialement la maladie d'Alzheimer, puisque le titre de cette soirée d'aujourd'hui est, je le recherche, voici, Alzheimer et bonheur, le duo impossible. À vous, docteur, je vous en prie. Bonsoir à tous, merci aux organisateurs de cette belle soirée, toutes et tous, bien entendu, et merci de me permettre de vous parler de ma pratique depuis 34 ans maintenant, auprès des plus vulnérables d'entre nous, c'est-à-dire les malades très âgés, polypathologiques et atteints de troubles que nous appelons nous maintenant neuroévolutifs et non plus neurodégénératifs. Alors, je vais vous apprendre à avoir moins peur de la maladie d'Alzheimer, d'abord d'un point de vue médical, ce que l'on sait aujourd'hui, et puis je vous montrerai que le duo du bonheur n'est pas du tout impossible dès lors qu'on se donne les conditions de possibilité de l'accès à l'autre, c'est-à-dire à une présence vraie. Et je vous rappelle que le mot « bonne heure » veut dire être à la bonne heure, au juste moment. Et c'est ce dont il va être question avec nos malades. Donc j'exerce depuis 34 ans dans un grand hôpital de gériatrie de la région parisienne qui appartient à l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Je suis la seule psychiatre pour les 1000 lits et places de personnes très âgées, polypathologiques, et 800, c'est-à-dire 80%, sont atteints de maladie d'Alzheimer ou démence apparentée. Et ce terme démence, on en parlera tout à l'heure parce qu'il fait très peur. Et oui, la maladie d'Alzheimer fait peur, mais pour autant, on a bien évolué dans la connaissance de ce qui la constitue. Vous voyez ici Alois Alzheimer et sa première patiente, Augusta Deter. Et nous avons la chance d'avoir non seulement la photo de sa patiente, vous voyez qu'elle est très amimique, apraxique, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de pensée dans le visage qu'elle présente. Et à l'époque, elle est rentrée en 1901 dans le service d'Alois Alzheimer, qui était neuropsychiatre. Aujourd'hui, bêtement, on a séparé la neurologie de la psychiatrie. Il faudrait vraiment que tous les psychiatres connaissent la neurologie par cœur et les neurologues la psychiatrie par cœur, ce que j'appelle de mes voeux chez nous. Et eh bien, elle est arrivée dans son service en 1901, atteinte de délire, d'hallucination, de troubles psychiatriques. Et nous avons la description clinique princeps des troubles qu'elle présentait. Et petit à petit, il s'est rendu compte qu'elle ne parlait plus, aphasie, tous les A privatifs, qu'elle n'utilisait plus ses mains, apraxie, qu'elle ne reconnaissait plus, agnosie, et qu'elle ne se reconnaissait plus comme étant malade. Anosognosie. Noso, c'est la maladie. Gnosie, c'est les reconnaissances. Je vais vous apprendre encore un autre mot qui s'appelle la prosopagnosie, c'est-à-dire ne plus reconnaître les visages familiers. Vous allez être très savant quand vous allez sortir de cette conférence. Et donc, au bout de 5 ans, il s'est aperçu qu'elle était au stade terminal d'une nouvelle maladie qu'on ne connaissait pas. Elle était aphasique, apraxique, agnosique. C'est les termes des classifications internationales lorsque la maladie est constituée. Et à l'époque, c'était le rôle des médecins, on faisait l'autopsie du cerveau des patients dont on ne comprenait pas quelle était cette nouvelle maladie. Et c'est Kraepelin, son collègue, qui a donné le nom de la maladie d'Alzheimer à la maladie éponyme. Et il a trouvé quoi? Il a trouvé des agglomérats de protéines anormales dans l'autopsie de son cerveau. Vous voyez les plaques amyloïdes ou plaques séniles
et une dégénérescence neurofibrillaire de ces neurones. Vous voyez ici les plaques séniles. Aujourd'hui, on a des très belles images en 3 dimensions. Et puis ce neurone qui commence à mourir. Il n'a plus de noyau, il ne correspond plus avec les autres neurones. Donc vous imaginez bien que cette dégénérescence neurofibrillaire va gagner tout le cerveau progressivement et va donner ces symptômes cliniques que nous constatons lorsque nous sommes médecins cliniciens. Vous voyez à l'intérieur du neurone cet agglomérat de protéines Tau qui va détricoter l'intérieur de mon neurone. C'est une protéine qui est anormalement accumulée chez les patients porteurs de maladie d'Alzheimer ou apparentée. Je vous dis ou apparentée parce que je ne fais que des diagnostics de possibilité ou de probabilité. Le seul diagnostic de certitude étant celui fait par Alois Alzheimer, c'est-à-dire l'autopsie du cerveau de sa patiente. Vous voyez ici ce neurone qui est complètement atrophique, avec les synapses qui ne correspondent plus. Vous voyez ici un cerveau sain et de l'autre côté, un cerveau qui est atrophié par la dégénérescence neurofibrillaire de la maladie d'Alzheimer. Alors, on va essayer d'avancer un petit peu dans la connaissance que nous avons. Donc, vous voyez ici une petite zone qui s'appelle l'hippocampe. L'hippocampe, c'est le zone, elle s'appelle hippocampe parce qu'elle ressemble au petit hippocampe. C'est mon cerveau qui est coupé en tranches avec les corps calleux. Et c'est la zone obligatoire du passage de la mémoire. Toutes nos afférentations sensorielles, la vue, le toucher, l'odorat, arrivent par cette zone-là. D'où l'intérêt, lorsqu'on vieillit, de compenser les troubles sensoriels, d'avoir de bonnes lunettes, de bien entendre, de bien goûter la vie, avoir un dentier de bonne qualité, etc. Parce que sinon, les messages mémoriels vont être de mauvaise qualité. Ceux que vous allez engranger vont être de mauvaise qualité, vous allez avoir du mal à vous en souvenir. Et vous voyez que les agglomérats de protéines anormales vont aller dans cet hippocampe, puis infarcir, si je puis me permettre, tout le cerveau et vont donner ce stade que nous voyons, le stade de la perte neuronale, le stade préclinique en consultation mémoire, puis le mild cognitive impairment, c'est-à-dire les malades qui présentent des signes mais qui vont peut-être ou non se convertir en maladie d'Alzheimer prédémentielle et en démence de type Alzheimer. Et pour aller de la première diapo, vous vous souvenez, à la dernière, de mon cerveau infarci, il se passe 5 à 20 ans. 5 à 20 ans. Évidemment, nous souhaitons, cliniciens, bloquer ces mécanismes immédiatement dans l'hippocampe. Donc vous avez une phase pré-symptomatique qui est la phase de la plainte mémoire. Donc j'ai créé, moi, l'assistance publique en 1988, au siècle dernier, la première consultation mémoire de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, où nous proposons une façon holistique de prendre en charge le malade et aussi de faire le diagnostic de façon pluridisciplinaire. On ne fait jamais un diagnostic au premier coup. On fait un diagnostic avec une accumulation d'un faisceau de preuves qui sont à la fois histologiques, qui sont à la fois cliniques, qui sont à la fois biologiques et de tests neuropsychologiques. On peut aussi doser cette protéine Tau dans le liquide céphalorachidien, mais c'est pas moi qui le fais en consultation mémoire de proximité, ce sont dans des centres experts que nous appelons en France les centres ressources mémoire. Il y en a 17 dans toute la France pour les cas un peu litigieux, un peu complexes. Alors, je vous ai dit que j'allais vous apporter des tas de choses nouvelles. Nous avons 2 grandes nouveautés au XXIe siècle aujourd'hui. C'est la neuroplasticité et la prévention de la maladie d'Alzheimer ou apparentée. La neuroplasticité est extrêmement importante à connaître parce que quand j'ai commencé mes études de médecine il y a fort longtemps, on nous apprenait qu'on perdait des neurones de notre naissance à aujourd'hui. Et c'est absolument pas le cas. On ne perd pas des neurones de la naissance à la mort. Il est possible de stimuler, d'augmenter son réseau de communication neuronale. Il faut le faire, c'est scientifiquement prouvé. Plus votre cerveau restera en jachère, plus évidemment il aura du mal à se souvenir et à créer de nouveaux boutons synaptiques. Vous voyez, ce soir, vous êtes là attentif, et bien tout ce que vous allez apprendre va créer de nouvelles synapses dans votre lobe préfrontal. Il ne faut jamais rester sur son quant à soi, confiné chez soi malgré ce qui arrive aujourd'hui au niveau mondial, ce virus. Il faut se stimuler, même à distance, sans se surstimuler. Mais
avoir une curiosité, avoir envie d'apprendre, c'est extrêmement important et l'âge ne fait rien à l'affaire. Moi, j'ai fait ma thèse de philosophie dans le grand âge, si je puis dire, donc rien n'est impossible, hein, bien entendu. Et la prévention. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? C'est pas possible la prévention. Bien sûr que si. Je vous ai dit maladie d'Alzheimer, neurodégénérative ou neuroévolutive, mais il y a des facteurs de risque sur lesquels on peut agir. Et ces facteurs de risque, eh bien, c'est les facteurs de risque vasculaires. Tout ce qui va prévenir les petites micro-angiopathies que nous trouvons dans le cerveau et qui participent à la mort neuronale. Et depuis 30 ans que je fais ce type de conférences, que j'enseigne, puisque je dirige un diplôme universitaire depuis plus de 20 ans, eh bien, on apprend à contrôler les facteurs de risque vasculaire et l'on voit, dans cette étude publiée en 2014, qu'un tiers des cas de maladie d'Alzheimer pourraient être évités en adoptant tout simplement une bonne hygiène de vie. Donc je vais vous donner des clés pour vous, pour votre famille, pour essayer de préserver un cerveau en bonne santé le plus longtemps possible. La vieillesse n'est pas un naufrage et c'est absolument pas une fatalité d'avoir des troubles cognitifs en vieillissant. Alors, comment est-ce qu'on peut prévenir? Eh bien, je vous ai dit tout à l'heure, maintenir une bonne audition. Nous sommes tous coquets, nous ne voulons pas porter des appareils auditifs. C'est pas bien. Il vaut bien mieux porter un appareil auditif assez tôt pour que le message mémoriel que nous entendons soit bien engrangé et que nous le rappelions beaucoup plus facilement après. Lutter contre le stress en excès. Alors je vais être très aristotélicienne. Hein. Vous savez, Aristote prône la phronésis. Hein. Nous sommes, c'est-à-dire la prudence, la sagacité. L'être humain marche sur un chemin de vertu qui va d'entre les vertus par défaut et les vertus par excès. Alors le stress, c'est comme ça, c'est exactement comme ça. Pour avoir un cerveau en bonne santé, un petit peu de stress, c'est parfait, parce que ça va vous booster. Le cerveau est fait pour ça. Hein, vous allez apprendre mieux votre leçon, etc. Mais trop de stress, c'est très mauvais. Hein, c'est très mauvais. Ainsi, la générosité, c'est pareil. C'est une qualité magnifique. Hein. Il ne faut pas être prodigue et il ne faut pas être pingre. Eh bien, la vie est faite de ça. Donc, traiter une dépression, si elle existe, on s'est aperçu qu'une dépression, 2 dépressions, 3 dépressions, allait détruire aussi de la même manière qu'une maladie d'Alzheimer le petit hippocampe que je vous ai vu et que je vous ai montré et que l'on peut grader. Nous avons des grades de neuroimagerie qui s'appellent les grades Shelton. Il y a 4 grades et nous prescrivons nos IRM, les IRM du cerveau de nos patients, sur les zones hippocampiques, centrées sur les zones hippocampiques. Alors bien sûr, si on est porteur d'un pacemaker et qu'on ne peut pas faire d'IRM, eh bien un scanner fera l'affaire. Hein. Donc il faut la traiter, cette dépression. Il faut marcher. Ça ne coûte rien. Une demi-heure de marche rapide par jour fait reculer la maladie d'Alzheimer de 30% de cas. C'est magnifique. Hein. Et vous avez un très beau pays où on peut marcher. Avoir une alimentation équilibrée et saine, alors on préconise le régime crétois, je vais vous le montrer tout à l'heure. Éviter l'excès d'alcool et de tabac. Un petit peu de nicotine, c'est bien, ça stimule le cerveau beaucoup. Non, parce que ça vous donne de la plaque d'athérome. C'est exactement la même chose pour l'alcool. Prévenir et repérer et traiter les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension artérielle, le cholestérol. Faire un usage raisonné des médicaments psychotropes, notamment ce que nous appelons les calmants, les anxiolytiques et les somnifères. Moi, je prône dans mon hôpital le retour à la bonne tisane. Une tisane, c'est formidable au lieu de laisser un hypnotique sur la table de nuit. Pourquoi? Parce que vous avez un contact humain, de l'humain à l'humain. Il n'y a pas plus anxiogène que passer une nuit noire sans dormir. Donc on passe dans la chambre avec notre petit broc de tisane et on propose une verveine, une passiflore. C'est quand même pas compliqué de retourner aux sources. Se faire vacciner selon les recommandations en vigueur, notamment contre la grippe, quand les vaccins existent, et puis contre les maladies pulmonaires. Avoir et maintenir une vie sociale active, sortir de son isolement affectif, c'est très important. Et même les cafés sont recommandés. Parce que dans les cafés, on n'est pas obligé de boire que de la bière. Hein. On peut aussi discuter, prendre d'autres choses. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement bien préconisé. Avoir des activités de loisirs, de jardinage, de bricolage et de voyage, eh bien, on va arriver bientôt au printemps. Ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, en octobre, on a planté des oignons.
de tulipes, de jonquilles, pour espérer avoir un aussi beau jardin que Giverny, de Claude Monet à Giverny, avoir un coin rouge, un coin jaune. Tout cela fait travailler notre lobe frontal. C'est la même chose pour le bricolage et pour les voyages. Quand on organise des voyages, on va comparer, on va aller voir à droite, à gauche. On imagine. Avoir accès aux innovations technologiques pouvant accroître la qualité de vie, eh bien, quand on n'est pas rétif, évidemment, et qu'on peut avoir accès à Internet, à Skype, à des petites tablettes d'usage facile, c'est très très bien pour nos aînés. Donc ça, c'est à prendre en photo et à mettre sur votre frigo. C'est vraiment extrêmement facile à réaliser et c'est validé par toutes les études internationales. Donc faire du sport ou de la marche, vous n'êtes pas obligé de vous transformer évidemment en footballeur ou en rugbyman. Ensuite, ce qu'il faut favoriser, eh bien, c'est les oléagineux, c'est les légumes et les fruits frais, et puis ensuite le poisson, et puis vous voyez en dernier en haut, c'est plutôt les viandes rouges. Les Américains, vous savez, sont en train de diminuer leur espérance de vie parce qu'ils font l'inverse. Ils font l'inverse, ils ont un taux d'obésité qui est dramatique. Ils sont en train de décréter leur espérance de vie là où nous continuons de gagner des années de vie meilleures. Alors du vin avec modération, soyons tous aristotéliciens, et puis boire beaucoup d'eau. Ça, ce sont les recommandations internationales à prendre en photo, à faire sous forme de poster et à mettre sur votre frigo. Il y a de nouvelles aussi notes d'espoir parce que nous avons beaucoup travaillé les médicaments anticholinésterasiques, donc la voie de l'acétylcholine, qui était impliquée dans les agglomérats de protéines bêta-amyloïdes, la plaque sénile, et peut finalement travailler sur la voie de la protéine Tau. Vous savez, celle qui me détricote mon neurone. Eh bien, toutes les études viennent de montrer l'intérêt récent de cette protéine Tau, à la fois dans la compréhension du mécanisme de la maladie d'Alzheimer ou apparentée, et à la fois dans les traitements. Ça, c'est aussi un formidable espoir. Mais vous allez me dire, quand la maladie évolue, c'est fichu, la messe est dite. Non, la messe n'est pas dite, elle n'est jamais dite de ce point de vue-là. Et nous avons tout ce que nous appelons les thérapies à médiation. Et dans l'hôpital, bien évidemment, nous les utilisons en priorité. Tout ce dont je vais vous parler a été évidemment validé par toutes les études internationales. On sait très bien que la musicothérapie va agir lorsqu'il y a des troubles du comportement sur l'agitation et l'anxiété. Les thérapies avec les animaux de compagnie. Dans mon hôpital, j'ai des perruches et des chats de gouttière qui sont le meilleur des antidépresseurs pour mes malades. Nous avons aussi une association qui vient avec des petits animaux de compagnie 2 à 3 fois par semaine avec un chien. Il a fallu que je lutte contre mon administration qui est très hygiéniste. Donc pas question d'amener des animaux de l'extérieur. Si, ça a été possible et on a vu une qualité de vie absolument incroyable chez mes malades, notamment ceux qui n'ont pas de famille et qui vivent en soins de longue durée. Nous avons 450 lits de soins de longue durée qui correspondent finalement à des personnes qui n'ont pas la possibilité d'aller en maison de repos que vous appelez ici en Belgique. La luminothérapie, donc j'ai fait partie d'une étude multicentrique qui aide au traitement de la dépression et aussi de l'agitation et sur les troubles du sommeil. Le tai chi, alors quand vous allez à Paris, dans le 13e arrondissement, vous voyez tous les matins la communauté chinoise faire du tai chi et ils sont très âgés et c'est assez incroyable de les voir faire cette danse et nous avons un spécialiste à l'hôpital qui fait du tai chi avec les malades d'Alzheimer. Quand on dit qu'ils sont aphasiques, apraxiques, anosognosiques, agnosiques, tous les privatifs, vous voyez bien qu'ils participent à tout ça. Et de façon tout à fait extraordinaire. Et puis l'espace nosolène, c'est-à-dire l'espace multisensoriel avec l'aromathérapie, avec les lumières, avec les sons, avec les massages. Dans toutes les unités spécifiques Alzheimer en France, nous avons ce type de thérapeutique. Et nous avons aussi fait un programme que je trouve merveilleux, et si j'ai le temps, je vous lirai les commentaires de mes malades. Nous avons fait un programme magnifique avec le musée Rodin.
avec l'ARS, qui est le préfet de la santé en France, et avec le ministère de la Culture. Donc nos malades d'Alzheimer qui sont soi-disant aphasiques, apraxiques, agnosiques, tous les A privatifs, nous les avons emmenés au musée Rodin à Paris, nous les avons emmenés au musée à Meudon, vous savez qu'il y a 2 musées Rodin à Paris, à Meudon, et nous avons construit avec eux, à travers des ateliers de sculpture, la porte de la vie et des souvenirs, mais pas la porte de l'enfer, bien entendu. Ils ont d'ailleurs détesté la porte de l'enfer. Ils ont tous dit, c'est moche, ça nous fait peur, on ne veut pas. Et nous avons fait une porte des souvenirs et de la vie. Nous avons édité avec... donc à la fois les malades, à la fois le musée Rodin et l'ARS et le ministère de la Culture, ce très joli catalogue, et je vous montrerai certaines des œuvres et les commentaires des patients que nous avons encadrés. Chaque patient a eu 3 ateliers de sculpture. Regardez ce que leurs pauvres mains disent. Donc le musée Rodin nous a prêté son archothèque tactile, c'est-à-dire qu'ils ont des moulages, des réductions au 35e, au 10 millième de leur sculpture, le penseur de Rodin, dans cet hôpital gériatrique. Et puis voilà ce qui est sorti de leurs pauvres mains qui étaient soi-disant incapables de rien faire et de rien comprendre. Et cette porte des souvenirs et de la vie a été exposée pendant 1 mois au musée Rodin, pour le plaisir de tous. Les patients ont pu venir avec leur famille, ont pu s'exprimer, et nous avons, vous voyez, même en haut, fait les 3 petites sculptures, comme sur la porte de l'enfer, voulues par Rodin. Alors voilà, je serai très contente de répondre à votre question dans la 2e partie, et je vous remercie de m'avoir écouté, pour mes malades, pour les vôtres, et puis préparez-vous un avenir beaucoup plus serein, parce qu'on a moins peur quand on comprend ce qui se passe. Je vous remercie. Merci à vous, docteur Véronique Lefebvre-Desnouettes. Et je passe la parole à Talita Corman-Guitin, qui est docteure en théologie catholique et chercheur à l'UC Louvain. Elle mène aujourd'hui un projet de recherche qui est financé par la Fondation CD Sapientiae qui organise cette soirée sur la pertinence du maintien des liens d'amitié avec des personnes atteintes de maladies neuroévolutives comme celle d'Alzheimer et les ressources possibles de la foi chrétienne pour aider la réflexion à ce sujet. Talita, c'est à vous. Bonsoir. Mais qu'est-ce que la théologienne chrétienne pourrait bien rajouter au savoir du médecin philosophe? Dans le monde de la médecine, ne regarde-t-on pas le théologien avec un peu de suspicion? En tout cas, la Fondation CD Sapientiae fait le pari que la réflexion théologique a toute sa pertinence dans le débat sociétal et médical au sujet d'Alzheimer, et je la remercie de me donner la parole ce soir. Mon propos se décline en 3 temps. Je voudrais voir avec vous quel est le rôle possible du théologien dans ce débat. Puis je voudrais voir avec vous ce que peut signifier pour un malade que Dieu soit présence. Et enfin, on se demandera si la présence de Dieu contribue au bonheur de la personne malade. Et j'en viens tout de suite à mon premier point. Pourquoi un regard théologique? Et je pense qu'il y a plusieurs aspects à mettre en évidence. Tout d'abord, un aspect anthropologique. La perspective du théologien déplace le regard sur la personne atteinte d'une maladie neuroévolutive parce que, en théologie chrétienne, nous réfléchissons sur ces personnes en termes d'imago Dei, des personnes faites à l'image de Dieu, et cela les enracine dans le monde bien autrement que si elles n'étaient vues qu'en termes de problèmes médicaux, socio-économiques ou encore politiques. C'est parce qu'elle est à l'image de Dieu que toute personne a une dignité inaliénable. Oh, le concept de la dignité est réfléchi ailleurs qu'en théologie. Une étude récente de la Commission européenne, Dignity and Older Europeans, qui n'avait rien de théologique, a nommé cette dignité inaliénable Menschenwürde. Toutefois, en ancrant la dignité inaliénable dans une convention sociale humaine, cette étude
met singulièrement en lumière comment l'irruption dans une vie d'une maladie de type Alzheimer expose les personnes malades à une rupture de cette convention, parce que la société ne les considère pas ou plus comme personnes pleinement humaines. Un de mes répondants de mes recherches faisait écho à cette considération. Il disait « Mon ami est désormais privé de son identité, de son passé, de ses relations et de tout avenir digne de ce qu'il a été. Il est un légume. » Et en réduisant son ami à un légume, ce monsieur le prive de sa dignité inaliénable, montrant par là, si besoin était, qu'une simple convention sociale humaine ne garantit en rien l'inadmissibilité de la Menschenwürde. Non, pour éviter le risque de la déchéance de la dignité, nous avons alors plusieurs options. La première serait de promouvoir la dignité inaliénable des légumes. Ce n'est pas l'option que j'ai retenue. Je préfère de loin enraciner la dignité en Dieu. Le concept théologique d'imago Dei permet de fonder solidement la dignité humaine au-delà d'une simple convention sociale. Selon le théologien néerlandais Hans Reinders, l'amour et la considération toute particulière du Créateur donnent valeur à l'humain, et le simple fait d'être humain suffit pour bénéficier de ce don extraordinaire. Mais nous devons alors nous demander ce qu'implique l'être à l'image de Dieu d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et la soirée ne suffirait pas pour explorer la richesse de ce concept. Je voudrais juste mettre en lumière ici que l'imago Dei positionne l'humain dans l'ordre de la création comme créature radicalement dépendante de son Créateur et comme foncièrement en interdépendance avec l'ensemble de la création. Pourtant, aujourd'hui, la dépendance fait peur. Lorsque je demande dans mes entretiens de quoi les répondants auraient peur s'ils avaient la maladie d'Alzheimer, ils répondent souvent qu'ils auraient peur de devenir dépendants d'autrui, comme si bonheur ne pouvait pas être conjugué avec dépendance des soins d'autrui. Le théologien écossais John Swinton ne le voit pas ainsi. Il écrit que le soin est au cœur même de la vocation donnée par Dieu à l'humain. Mais si le soin est fondamental pour agir fidèlement envers la création de Dieu, alors cela soulève un point crucial. Recevoir et être un bénéficiaire des soins est un aspect essentiel de ce processus. Prendre soin et recevoir des soins sont indispensables de la vocation des êtres humains sur Terre. John Swinton écrit « Le fait d'être dans une position où l'on ne peut être que le bénéficiaire des soins n'est pas dégradant. C'est en fait un lieu saint. Recevoir des soins est un reflet profond de l'amour divin pour les êtres humains dépendants. » L'amour et la spiritualité, que je limite ce soir à sa composante de foi en Dieu. L'amour et la spiritualité sont des éléments cruciaux dans ma réflexion théologique au sujet de la maladie d'Alzheimer. Croire et aimer permettent d'espérer. Alors, la formule n'est pas très mathématique, mais en théologie, je vous assure, ça tient. Il s'agit des vertus théologales et foi, espérance et charité, n'est-ce pas? Et comme théologienne, je crois que Dieu ne nous abandonne pas dans la maladie. J'espère que rien ne nous fera sortir du projet divin de salut pour l'homme, qui est un projet d'amour. Et aussi, je crois que les vertus théologales permettent un chemin de bonheur, puisque c'est de cela qu'on parle ce soir, j'y reviendrai. Car il y a aussi un enjeu éthique. En effet, Jésus conjugue l'exigence de l'amour pour Dieu, en réponse à l'amour divin pour l'humain, avec une exigence du Lévitique. Aime ton prochain comme toi-même. Et avec la parabole
du bon samaritain, Jésus invite de passer du devoir imposé de la loi au choix libre, éthique, d'une attitude d'amour envers soi-même, son prochain et Dieu. Et pourquoi je dis cela ? Parce que ce qui était vrai il y a 2000 ans pour les personnes de Palestine pourrait bien être vrai aussi pour les soignants et les proches aidants de nos aînés dépendants d'aujourd'hui. Pourtant, les lois et les directives de soins aux personnes âgées dépendantes ne mentionnent jamais ni l'amour ni l'espoir. J'en ai épluché plusieurs de ces textes et j'ai constaté que des mots essentiels pour le vivre ensemble, comme amour, amitié, bonheur, espoir, n'y figurent pas. Il est clair que nos politiques et même la médecine luttent avec le langage de l'amour et de l'espoir. Et c'est là que le théologien éthiciste a son mot à dire. Car nous avons certes besoin de lois pour vivre en société, mais nous avons aussi besoin de perspectives de vie qui s'inscrivent sur un horizon d'espérance. Nous avons besoin de personnel soignant avec un savoir-faire, mais dont le visage est aussi une image de l'amour. Et dans le christianisme, ce visage a un nom, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Si l'État et la médecine ne peuvent pas parler d'amour ni d'espoir, alors c'est notre vocation de théologiens chrétiens de faire réfléchir, dans le contexte des soins, à quoi peuvent ressembler l'amour et non juste la bienveillance, l'espoir et non juste le projet de vie personnalisé, et le bonheur et non juste la qualité de vie. Le théologien, de par sa position de funambule épistémologique entre le croire et le savoir, peut rendre aux politiques, mais aussi aux soignants professionnels ou aux proches aidants, une parole d'amour, d'espoir et de bonheur. Regardons un peu comment on peut articuler cela. Je me demande si, quand les capacités cognitives, donc les savoirs, et je me demande quand les savoirs déclinent, comme dans la maladie d'Alzheimer, si la capacité de croire ne reste pas intacte, ou du moins n'est pas affectée autrement. Comme le docteur Lefebvre-Desnoittes fait le pari de la présence d'une vie psychique, artistique, poétique, musicale, chez la personne atteinte d'une maladie neuroévolutive, je parie sur la persistance d'une capacité spirituelle. Je pense que la relation à Dieu reste intacte, même si elle est altérée par l'absence de médiation cognitive. Christine Bryden, qui est atteinte d'une forme d'Alzheimer précoce, se demandait « Est-ce que je vais perdre Dieu lors de mon voyage dans cette maladie ?» Et il y a deux aspects dans cette question de la relation à Dieu. Premièrement, en tant que théologienne, je crois que Dieu maintient sa relation avec tout humain d'ailleurs, parce qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous, et cela jusqu'à la fin du monde. Et cette toujours présence de Dieu, elle a un lien étonnant avec la santé. Vous avez certainement remarqué, lorsque les gens se souhaitent la bonne année, ils disent toujours « et surtout, bonne santé ». Et je me dis, pauvre médecine, à qui on fait porter la lourde responsabilité de notre bonheur. Or, John Swinton me faisait remarquer récemment qu'il n'y a pas de concept dans la Bible hébraïque pour exprimer l'idée de la santé. C'est le mot « shalom » qui s'en rapprocherait le plus. On le traduit souvent par « la paix » et on pense alors « absence de guerre ». Mais dans la pensée hébraïque, « shalom » ne signifie pas tant « absence de guerre ou de maladie », mais plutôt « présence de Dieu ». Alors, lors des prochains vœux, je suggère qu'on se souhaite non pas juste bonne année, bonne santé, mais bonne année et shalom. Le bonheur d'une nouvelle année n'est pas tant dans l'absence de la maladie que dans la certitude de la présence de Dieu. Mais il y a un deuxième aspect à la question de Christine Bryden. Quid de ma relation à Dieu si je ne peux plus répondre à sa présence ? On peut avancer
que si vous ne pouvez plus cheminer à la rencontre de Dieu, c'est lui qui, au nom de sa fidélité, fera tout le chemin. Encore que, je crois que la relation à Dieu n'est jamais une relation à sens unique. La personne malade n'est jamais uniquement récepteur passif. Et je sais bien qu'il est impossible de se prononcer sur ce que vit spirituellement quelqu'un qui a Alzheimer dans un stade avancé. Mais on sait que la capacité de dire des prières, d'adopter des postures liturgiques ou de chanter reste préservée jusqu'à très tard dans la maladie. On a vu des personnes grabataires sur leur lit de mort répondre « Amen » à la prière de l'aumônier. Les médecins expliquent cela par la mémoire procédurale, mais en tant que théologienne, cela ne me suffit pas. Je pense que la mémoire corporelle, procédurale, devrait être reconnue comme un véritable chemin qui met les personnes en présence de Jésus-Christ. Les années de pratique sur les chemins de l'Évangile portent des fruits lorsque ces personnes célèbrent dans leur corps la mémoire du Christ vivant. Laissez-moi vous raconter ma rencontre avec Madame Zimmer, c'est un nom d'emprunt. C'est une vieille dame dans une résidence et elle chante en continu « Kyrie eleison ». Je m'approche, je demande si je peux m'asseoir, elle fait signe que oui. Je demande « Est-ce que vous voulez prier ?»« Oh oui !» Et on prie ensemble à Notre Père qu'elle récite les yeux fermés avec moi. Je demande « Vous voulez encore prier à Notre Père ?» Elle ouvre les mains et nous prions ensemble la prière des enfants de Dieu. Après quoi, elle ouvre ses yeux, elle me regarde, elle dit « Credo in unum Deum ». Et moi, je suis d'après Vatican II. Alors, le latin, ça ne me vient pas facilement sans la communauté, mais j'enchaîne « Patrem omnipotentem factorem celi et terra ». Et là, déjà, je ne sais plus quoi. Et elle me regarde, elle dit « C'est plus compliqué en latin, hein ?» Elle rigole. Et elle repart dans ses incantations de Kyrie. Alors, ne me dites pas, ne me parlez pas de mémoire procédurale comme si cela n'avait pas de sens. J'ai vécu avec Madame Zimmer un très beau moment de prière et j'ai l'audace de croire que pour elle, le bonheur était partagé. Et tant pis si elle ne s'en souvient pas 5 minutes après. Dans le temps de Dieu, il n'y a que du présent. Maintenant, les études concernant l'impact de la spiritualité sur la qualité de vie, mais est-ce que c'est le bonheur, sur le bonheur des personnes atteintes malades de maladies neuroévolutives, ne sont pas unanimes. Une majorité des études montrent sérénité et bien-être chez les personnes croyantes malades lorsqu'elles participent à des activités spirituelles. A contrario, certaines autres études, tout aussi sérieuses, montrent plutôt mal-être des personnes malades après de telles activités. Alors, a priori, selon une étude de Löwenthal et Lewis, l'effet de la pratique religieuse serait tributaire de la représentation de Dieu que l'on s'est faite tout au long de sa vie, d'un Dieu juge qui punit ou d'un Dieu amour qui soutient. Mais savoir Dieu à ses côtés, est-ce que pour autant cela rend heureux ? Je voudrais m'attarder quelques instants sur le bonheur dans les béatitudes. Vous connaissez heureux les pauvres d'esprit, les affligés. Bon. Comme chemin de bonheur, les béatitudes proposent une voie paradoxale où les souffrances sont intégrées au chemin de vie. Maurice Bellet écrivait que l'Évangile ne nous préserve pas de la souffrance, mais du malheur. Or, quand on sait que heureux, en grec, traduit le mot hébreu « ashrei », qui est le premier mot du livre des psaumes et qui signifie « bénédiction », cela implique que Jésus assure à ceux qui souffrent que la bénédiction de Dieu est sur les gens qui souffrent et que la mort n'aurait jamais le dernier mot, qu'elle soit d'ailleurs physique ou sociale. Car les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer souffrent souvent d'une mort sociale bien avant leur mort physique. Dieu appelle l'humain au bonheur. Mais ce bonheur n'arrive qu'à la mesure où les humains laissent cet appel
orienter leur vie. Cela veut dire qu'il ne suffit pas pour être heureux de croire que Dieu est à vos côtés lorsqu'on est malade. La responsabilité du bonheur du malade incombe à chacun de nous. Nous avons une responsabilité sociale à permettre l'autre d'être heureux. Lorsque dans des entretiens, je demande à mes interlocuteurs quelle serait leur espérance pour le jour où ils seront atteints de la maladie d'Alzheimer, ils répondent fréquemment « J'espère que je serai aimé, que mes amis resteront auprès de moi. » Car en effet, la permanence de Dieu à nos côtés a aussi une fonction d'exemplarité. La fidélité humaine n'est pas toujours celle de Dieu. Les récits des personnes malades sont sans appel. Quand Alzheimer frappe, les amis lâchent. Florence Niederlander, qui a écrit un très joli livre sur sa vie, elle a un Alzheimer précoce, elle écrit « Je n'en veux à personne. J'ai perdu des amis. J'en ai retrouvé d'autres. » Oui, l'amitié contribue au bonheur. Il semble acquis, au vu des études publiées, que le maintien du lien social contribue au bien-être, au bonheur, et ralentit le processus du déclin cognitif. Par contre, il n'est pas étudié, à ma connaissance, à quel degré le maintien d'une relation d'amitié avec un ami qui a Alzheimer contribue au bonheur de l'ami en bonne santé. Pour ma recherche à la Fondation CD Sapientiae, j'ai interviewé plusieurs personnes qui ont réussi à maintenir ce lien. Et tous témoignent du défi que cela représente, mais tous disent aussi à quel point cela leur fait du bien d'être auprès de leur ami malade. Il y a Madame V qui dit « Oui, après la visite, je dois quand même dire que ça me fait plaisir. » Vous voyez, le bienfait de la relation entre Madame V et son ami n'est pas à sens unique. Même si au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, la relation devient de plus en plus à l'initiative de l'ami sain, la personne malade n'est jamais uniquement récepteur passif. On ne devrait pas sous-estimer ce que peut offrir un ami atteint de démence. Il peut très bien montrer ce qui donne valeur à la vie, ce qui procure de la joie, comment une relation vraie n'est pas limitée à des conversations, mais peut s'épanouir dans le partage d'un moment ensemble autour d'un gâteau, autour d'une activité artistique. Alzheimer ne réduit pas la relation d'amitié à une route à sens unique. Et j'en arrive à ma conclusion. Parce qu'avec tout cela, est-ce qu'on peut répondre à la question de la compatibilité entre Alzheimer et bonheur ? Plusieurs personnes atteintes revendiquent leur droit d'être heureux et de savourer des moments de bonheur quand on a cette maladie. En faisant référence à Leibniz, le docteur Lefebvre-Desnoittes a écrit qu'il est important d'être à l'écoute des petites perceptions. Et à la KU Leuven, ils viennent de sortir un livre sur les Mangromomente. Ce sont des moments de grande valeur qui naissent de petits gestes inattendus. Et dans le livre de Zacharie, il y a un verset qui dit « Ne méprisez pas le jour des petites choses, réjouissez-vous. » Et voilà, la médecine, la sociologie, la philosophie et la théologie sont d'accord, le bonheur est dans ces petites choses, dans ces petits gestes, dans ces petites perceptions lorsqu'on sait se mettre à leur écoute. Et quand on saura se rendre présent à des moments de bonheur, on arrêtera peut-être de présumer que mieux vaut de mourir que de vivre avec Alzheimer. Le bonheur est un choix. Et je termine avec cette citation du Deutéronome. Dieu dit « Je mets devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Choisis la vie pour que tu vives, et le bonheur sera plus fort que l'oubli. » Merci.